Salut et bienvenue dans le Gros Journal. On est ici à Montmartre, dans le 18e, devant les murs des Je t'aime. Et il sera question d'amour avec une femme qui a écrit un roman qu'on aime déjà, qui s'appelle Le secret d'Adèle. Cette femme, c'est Valérie Trierweiler et elle est dans le Gros Journal. Comment ça va Valérie? Bien, merci. Merci à vous d'être au Gros Journal. Merci à vous. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'on a envie de vous parler parce que j'ai trouvé, je vous l'ai dit avant l'émission, que tout le monde s'est comporté mais comme des ploucs avec vous. Tout le monde a oublié que vous étiez journaliste politique, tout le monde a oublié que vous avez écrit. Et nous, on va rappeler qu'aujourd'hui, vous venez pour un roman. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un qui vient de l'écriture, que pendant le temps d'un quinquennat, vous avez été là où vous ne devriez pas être. Et là, vous êtes sur ce plateau. Alors, pas tout à fait le temps d'un quinquennat. Hein. Oui, enfin, les gens en parlaient après, on va dire. Voilà. Le secret d'Adèle, oui. C'est votre roman. Vous avez tweeté que c'était mon premier roman. Voilà, vous avez tweeté que c'était le début d'une nouvelle vie. Oui. Vie de romancière, vie d'auteur, terminer le journalisme. Non, alors ça serait prétentieux de dire qu'aujourd'hui je commence une vie d'écrivain, d'auteur, parce que d'abord on va voir si ce livre marche. Non, et je continue à être journaliste, je continue à chroniquer des romans, les romans des autres. On voit que vous êtes encore journaliste dans la façon dont vous écrivez l'époque de l'époque. Oui. Ça se passe il y a un siècle, à Vienne. C'est l'histoire de cette femme. C'est, je pense, un des tableaux les plus connus au monde. Oui, c'est l'un des tableaux les plus connus au monde. Adèle Bloch-Bauer. Oui. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a grandi dans les élites au milieu où le monde était en train de basculer sans le savoir. Ça fait forcément écho avec l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, on espère quand même que l'époque ne va pas basculer quand même vers une guerre mondiale, parce que là, effectivement, je débute le roman juste avant la Première Guerre mondiale. Donc oui, il y a des choses qui font écho, qui font résonance avec la période d'aujourd'hui, mais enfin, on ose quand même espérer qu'on ne va pas basculer vers ce qui s'est passé au XXe siècle. J'ai une première question très bête. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un tableau de Klimt en couverture de son roman? Il est dans le domaine public. Tout simplement. Mais oui, vous pouvez le mettre sur un t-shirt, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Faire un t-shirt. Oui, bien sûr, il est aujourd'hui dans le domaine public. Vous savez pourquoi dans les années 90, tous les rappeurs samplaient de la musique classique? Pour cette raison-là. Boys and girls, listen up. You can be anything in the world, and God we trust. An architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Et c'est pour ça que pendant 10 ans, on a eu de la musique avec du piano, des violons. Mais tant mieux, parce que c'est une façon de démocratiser la culture. Parce que la culture reste encore, je trouve, une barrière sociale. Quand on n'a pas été habitué dans sa prime enfance, dans son adolescence, à aller dans les musées, à aller voir les œuvres d'art, c'est plus compliqué par la suite. Vous avez grandi à Angers. Oui. Vous êtes issu d'un milieu plutôt populaire, voire même pas aisé du tout. Pas aisé du tout. Comment est-ce qu'on arrive à raconter la vie d'Adèle? J'ai 52 ans, donc il m'a quand même fallu un petit peu de temps avant d'oser m'attaquer à quelque chose qui paraît immense pour moi. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir gravi une montagne. Bon, après, j'ai quand même fait des études d'histoire, des études universitaires. Donc, je sais quand même un peu défricher tout ça. Vous l'avez dit, je suis journaliste depuis 28 ans. Donc, je sais aussi enquêter un petit peu. Voilà, après, ce qui était nouveau pour moi, c'est plus le travail d'imagination. Parce que là, c'est un roman, donc il y a un cadre historique. Mais dans ce cadre historique, voilà, j'ai rempli, je dépeins avec mon imagination. C'est quoi la différence d'enquêter sur un roman pour un article? Là, vous êtes allé à Vienne. C'était quoi la différence des notes qu'on prend quand on doit fictionner ou quand on doit juste être factuel? Sauf que là, les notes, elles sont sur le Vienne d'il y a plus d'un siècle. Donc là-bas, j'ai pu avoir accès à des archives, au premier film sur Vienne, où on voit les calèches, les premiers vélos. Voilà, il a fallu s'imprégner de cette époque-là. Parce que quand on va à Vienne aujourd'hui, oui, il reste tous ces bâtiments sur le Ring, il reste le château des Habsbourg, il reste beaucoup de choses. Mais évidemment, maintenant, ce sont avec des automobiles de nos jours. Vous avez prononcé un mot qui est le mot Ring. Oui. Vous avez été un moment dans l'arène médiatique, dans l'arène politique. Ah, on ne parle pas du même ring là, d'accord. On ne parle pas du même ring. Comment est-ce que vous êtes sorti de tout ça? Il vous a fallu combien de temps? Honnêtement, je dirais 2 ans. Je dirais 2 ans parce que j'ai écrit Merci pour ce moment, qui était le premier pas pour me sortir du fossé, si je puis dire. Et puis en fait, j'ai été très attaquée sur ce livre, mais surtout par ceux qui ne l'avaient pas lu. Parce que ça n'était pas un livre à charge, et c'était un livre qui racontait avant tout ma vie. Il y avait déjà eu 6 ou 7 livres sur ma vie, avec beaucoup de choses qui ne me semblaient pas justes. Et en revanche, il me semblait juste, moi, d'avoir le droit d'écrire sur ma propre vie. Comment est-ce qu'on vit quand on est journaliste? Le fait de se faire attaquer par tout le reste de sa profession? On arrête de lire les journaux, voilà. On n'y croit plus. J'ai lu tellement de choses fausses
qu'il y a un moment où on se détache de ça, voilà, où on sait ce qu'on peut lire ou ne pas lire. Est-ce que vous êtes une mordue d'actualité? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, non, mais moi je me réveille avec la radio, je m'endors avec la radio, je l'écoute toute la journée. J'ai appelé des gens avec qui vous avez travaillé chez Paris Match à l'époque, et votre réputation, c'était vraiment d'arriver la première au bureau et d'avoir toute une revue de presse en tête. Oui, oui, non, mais j'ai toujours. Hein. Vous pouvez me poser n'importe quelle question sur l'actualité, je pense que je pourrais vous répondre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des tas de moyens de s'informer. Mais mon média préféré, pardon, c'est plutôt la radio. Comment est-ce qu'on arrive à refaire confiance au journalisme aujourd'hui quand on sort d'une campagne où les journalistes ont été pris pour cible, interdits des meetings, mis de côté, et qu'on a été soi-même la cible de la presse? Non, alors ce sont deux choses différentes. Moi, de ce point de vue-là, je redeviens aussitôt confraternelle. Je suis du côté des journalistes qui sont interdits de meeting. Ces images de journalistes qui sont embarqués par Manu Militari, par des services d'ordre et qui sont foutus dehors et maltraités, malmenés, non, là, je suis du côté des journalistes. Ce roman pose clairement la question de la vie des élites et de leur point de vue sur le monde. Oui. Est-ce que vous pensez faire partie des élites, vous, aujourd'hui? D'une certaine manière, oui. Oui, je suis obligée de le reconnaître. J'ai beaucoup aimé ce passage de Houellebecq dans l'émission politique de France Télévisions. La deuxième France, là, dont vous parlez, c'est-à-dire la France qui est périphérique, qui hésite entre Marine Le Pen et rien. Je me suis rendu compte que je la comprenais pas, que je la voyais pas, que j'avais perdu le contact. Et ça, quand on veut écrire des romans, je trouve que c'est une faute professionnelle assez lourde. Moi, je me sens absolument pas déconnectée, mais oui, il faut bien reconnaître que voilà, je fais partie de ce monde des médias. J'y ai accès, j'ai accès à un certain nombre de choses. Donc, forcément, j'en fais partie. Mais en revanche, je ne me sens pas déconnectée. Et je ne me sens pas, et je suis absolument sûre de ne pas l'être. Il y a quelque chose dont vous souhaitiez parler pendant cette émission, c'était cette bande dessinée. Cette bande dessinée qui paraît le même jour, c'est le hasard, qui paraît le même jour que mon livre, que Le Secret d'Adèle. Et il se trouve que Le Secret d'Adèle, je le dédie d'abord à mes fils, forcément, à ma mère, forcément aussi, et à Frédéric. Et beaucoup de gens me disent, mais qui est Frédéric? Et Frédéric, c'est un de mes amis les plus chers, qui a eu, il y a un petit peu plus de 6 mois, un accident de voiture en Irak, parce qu'il était parti en fait pour couvrir le conflit irakien. Et là-bas, il a eu un grave accident de voiture. Il était dans le coma, il a pu être rapatrié. Il est aujourd'hui à Garches, pour l'instant dans la capacité. Il est sorti du coma, mais il est dans la capacité de marcher, de parler. Et avant l'accident, il travaillait pour cette BD. Renaud Saint-Cric, qui est l'un de ses meilleurs amis, a mis en place toute une chaîne de journalistes qui ont pu travailler tous ensemble pour que cette BD voie le jour. Et l'intégralité des bénéfices de cette BD seront reversés pour sa famille. Franchement, j'ai peut-être dit un peu de mal des journalistes, mais il y a les meilleurs journalistes de Paris qui ont travaillé pour cette BD. C'est une très très bonne BD. C'est le vrai récit de la course au pouvoir, de tout ce qui s'est passé pendant cette élection. Et ça a été compliqué parce qu'il a fallu réajuster sans arrêt, parce qu'il y a eu beaucoup de surprises pendant cette campagne. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, Valérie Trierweiler, journaliste de cette élection qu'on vient de vivre? J'en ai pensé absolument comme tout le monde, à la fois comme les journalistes et comme tous les Français. Ça a été un étonnement du début à la fin, ça a été digne d'une série télévisée ou d'un roman. Vous attendiez à ce que François Hollande ne se présente pas? Non, honnêtement non. Honnêtement non, et j'étais justement à l'hôpital qui était à ce moment-là à Percy. J'étais avec Fred qui n'était pas sorti du coma à ce moment-là. Et puis je vais vous dire une chose. Là, je vais faire un grand merci à François Hollande, parce que sans lui, Fred ne serait plus en vie. Parce que c'est lui qui a organisé le rapatriement de notre ami Frédéric. Et s'il n'avait pas été là, Fred serait mort en Irak, parce qu'en plus de cet accident de voiture, il a eu une affection nosocomiale. Donc c'était une question d'heure. Voilà. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé de l'aide, la famille lui a demandé de l'aide, et il a été là. Ce que vous venez de dire, ça résume assez bien le refus de complexité qu'ont les journalistes à votre égard. Oui. Parce que la vie est complexe, les rapports sont complexes. Oui. Quand on sort d'une histoire comme ça, qu'on a une aventure comme un passage à l'Élysée, c'est complexe. Vous n'avez pas souffert de ça, de cette simplification de tout, de la caricaturisation? Si, et en même temps, il faut que je sois aussi honnête, j'ai été journaliste, on n'a jamais toutes les clés. Et on se fait aussi intoxiquer. Les entourages sont des gens qui souvent ne sont pas au courant et qui ne veulent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, et souvent diffusent de la pseudo-information, de la fausse information. Donc effectivement, les journalistes disent des choses, ils ne connaissent pas la réalité, c'est tout. Vous êtes d'accord avec François Hollande quand il dit qu'il a laissé la France dans un meilleur état? Je ne sais pas, on verra. Le seul constat que l'on peut faire malheureusement, c'est qu'il y a autant de chômeurs. Voilà.
Moi, j'ai eu dans mon entourage des gens qui étaient au chômage, qui ont mis 2 ans avant de retrouver, en acceptant de travailler pour un tiers de leur salaire en moins et qui n'ont eu aucune proposition de Pôle emploi pendant ces 2 ans, aucune, après avoir envoyé beaucoup de lettres. Et je ne connais pas de chômeurs heureux. Je ne connais pas de gens qui soient heureux de ne pas trouver leur place dans la société. Donc moi, j'ai beaucoup de compassion à l'égard des gens, des pères de famille, des mères de famille qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Enfin, voilà, je sais moi, j'ai la chance de ne pas avoir connu ça, mais je sais ce que c'est pour en avoir eu dans mon entourage proche. Donc, on pourra dire que ce sera réussi, mais pour François Hollande, comme pour Emmanuel Macron ou quiconque, le jour où on réussira à diminuer le chômage. Est-ce que c'est sincèrement faisable pour un président? Est-ce que l'homme présidentiel existe? Est-ce que c'est dans les mains d'un homme politique maintenant? Non, bien sûr. Il y a aujourd'hui des éléments qui verrouillent au niveau européen, au niveau mondial, à tous les niveaux aujourd'hui. Mais je ne sais pas, moi, peut-être je raisonne de façon simpliste, mais pourquoi est-ce qu'on supprime aujourd'hui tous les emplois pour être remplacés par des machines, hein, voilà, qu'on garde tous ces emplois? De toute façon, si c'est pour rémunérer des gens, ou les dédommager en étant au chômage, mais qu'on garde tous ces emplois de base. Aujourd'hui, le président est Emmanuel Macron, Oui. il est jeune, Oui. et on va faire comme Emmanuel Macron, c'est qu'en tant que jeune, on va utiliser des mots un peu anciens. Oui. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu les chocottes que le FN soit au pouvoir? Non. Non, même si j'ai mobilisé... Parce que vous étiez très active. Oui, j'ai été active autour de moi parce que oui, j'avais dans mon entourage des gens qui ne voulaient pas aller voter au 2e tour, hein, puisque leur candidat n'était pas au 2e tour, et j'ai essayé de les mobiliser au maximum. Parce que même si je ne croyais pas à l'élection du Front National, voilà, j'avais envie qu'il soit le plus bas possible. Hein. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, premier tour, Front National, on dit il est à 21%, il n'est pas haut. Vous vous rendez compte, 21%, il n'est pas haut. Ah, moi, ça m'a... Bon, voilà. Non, donc il faut qu'on garde ça en tête, que pour l'instant, il n'est pas au pouvoir, mais on s'en rapproche dangereusement. Dans la vie, il y a l'écriture, la politique, mais il y a surtout les arts, la culture qui nous sauve. Dans la culture, il y a aussi la mode. Monsieur Mabille, ça vous dit quelque chose? Oui, Alexis Mabille, c'était un jeune créateur qui m'avait un petit peu habillée lorsque j'étais à l'Élysée. En tout cas, vous êtes toujours chic. C'est quoi aujourd'hui le quotidien de Valérie Trierweiler? Mon quotidien, il est fait en grande partie de lecture. Bon, il y a eu l'écriture là, pendant cette phase qui m'a pris environ 9 mois, le temps d'une grossesse. Et il est fait en grande partie de lecture, puisque je chronique des livres, donc avant de les chroniquer, il faut faire du tri. Et pour faire du tri, il faut d'abord les lire. Donc voilà. La télévision, ça vous manque? Non. Vous aviez démarré sur Direct 8? Oui, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré ça. Mais aujourd'hui, si j'ai plutôt envie de redémarrer ma carrière, parce que j'ai encore quelques années à travailler et j'aimerais beaucoup faire de la radio. Voilà. Pour avoir été exposée beaucoup, j'ai pas forcément envie de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de montrer ma bobine à la télévision. Bobine. Bobine. On est sous Macron. On utilise des vieux mots et on est jeune. Enfin, de moins en moins jeune. Regardez, par rapport à l'âge du président, j'ai quand même quelques années de plus. On avait rencontré votre fils Léonard, Oui. qu'on aime, mais d'un amour fou, Mais comme moi. qui est un des mecs les plus drôles du monde. Oui. Moi, je t'ai découvert par Twitter. Ok. Comme plein de gens, quand tu t'es clashé avec Louis Ouais, Sarkozy. forcément. J'ai trouvé ça très drôle. Est-ce que c'était sous le ton de la vanne ou t'étais un peu sérieux tout le temps? Non, c'était toujours sur le ton de la vanne. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de déconner quand on s'appelle Trierweiler? Bah bien sûr qu'on a le droit, ouais. Est-ce que les gens le comprennent? Pas tous. Quand on est cuisinier à l'Élysée, il y a une certaine demande d'excellence. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de travailler dans la cuisine? La notion d'excellence qu'il y a dans la cuisine? Non, parce que déjà, je voulais être cuisinier avant d'aller à l'Élysée. Ouais. J'étais déjà en école de cuisine. Mais après, c'est vrai que ce qui se fait à l'Élysée, c'est juste exceptionnel. Il en est où de son restaurant? Il est jeune, hein. Il vient d'avoir Ouais. 20 ans. Il a eu 20 ans le jour du premier tour. Ouais. Voilà, il a voté pour la première fois à l'élection présidentielle le jour de ses 20 ans. Pour l'instant, il continue à apprendre. Hein. Voilà, il est toujours à l'école, il en a encore pour 1 an. Je pense qu'il y a chaque chose en son temps. Vous le suivez sur Twitter? Oui, bien sûr. Il a fait le tweet le plus drôle Oui, après l'élection de oui, mais d'Emmanuel Macron. je tiens à dire qu'il n'était pas avec moi et qu'il tweete tout seul, comme un grand, et que parfois je lui dis, t'es sûr là, vraiment? Vous n'êtes pas responsable. Non, je ne suis pas responsable. Est-ce qu'il vous a fait rire le tweet « Le changement, c'est maintenant » Mais oui, ça m'a fait avec rire. Ségolène Mais Royal? voilà, ça m'a fait rire. Mais sauf qu'après, ça devient le fils de Valérie Trierweiler attaque violemment Ségolène Royal. Non, d'abord il y avait aussi Bayrou, il y avait Collomb et c'était de l'humour. Il n'attaque pas.
Mais lui ne se vit pas comme ça en plus. Quand on parle avec lui, il se vit juste comme un môme de son âge. Mais évidemment, 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 il a 20 ans, le plus bel âge de la vie. Comment est-ce qu'on les protège, ces enfants, de tout ça? Comment vous avez fait? C'est très différent pour les trois parce que vous voyez, vous connaissez Léonard, certaines personnes le connaissent, mais personne ne connaît mes deux autres fils. C'est-à-dire ils ont fait des choix différents. Les deux autres, ils ont besoin de... Ils ne veulent absolument pas se montrer, je ne donne même pas leur prénom, je ne dis pas ce qu'ils font. Ils sont hyper discrets et ils aiment cette discrétion. Il y en a un des deux d'ailleurs qui n'a pas supporté cette période de l'Élysée, qui est parti vivre, faire ses études à l'étranger à ce moment-là. Et déjà, j'en dis presque trop sur lui. Et en revanche, Léonard, lui, il est différent. Il a envie de notoriété. C'est pas qu'il a envie de notoriété, mais il gère ça plutôt bien, de façon assez naturelle. Est-ce qu'on peut être normal quand on est à l'Élysée? Non, sans doute pas. Sans doute pas. Vous avez vu l'image de ce lieu. C'est quand même un lieu écrasant. Donc c'est difficile de rester normal. Aujourd'hui, on parle de créer une fonction pour la Première Dame avec Brigitte Macron. Comment vous prenez ça, vous? Mais en fait, je pense que ce que propose Macron, c'est exactement ce qui existe déjà. C'est un bureau et des collaborateurs, c'est ce qu'ont eu toutes les précédentes premières dames. Hein. Voilà. Il dit qu'elle ne sera pas rémunérée, aucune première dame n'a été rémunérée, donc finalement c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On a senti chez Macron la volonté de remettre, avec la pyramide, de contrôler parfaitement l'image. Oui, mais je pense que lui, il est aussi dans autre chose, c'est que sa femme est aussi son conseiller, donc il veut l'avoir vraiment à ses côtés de cette façon-là. C'est son choix, c'est sa liberté. Il y avait une image qui revenait dans ma tête, c'était l'image de la Bastille. Il y a quelque chose qu'on avait oublié, c'est que même pas un an avant, tout le monde vous donnait perdant, que vous aviez été très active. Enfin, vous... Enfin, tout le monde donnait François Hollande. Non, voilà, François Hollande, oui. Mais à l'époque, pendant la campagne, vous aviez été très active, vous bossiez tout le temps. Comment est-ce qu'on vit ce truc de passer de zéro à tout et de revenir à... Mais très bien. Moi, franchement, je suis revenue, pour reprendre le terme consacré, je suis revenue à la vie normale, mais très facilement, parce que, en fait, ma vie, elle a été différente pendant 20 mois. Je ne vais pas redire mon âge toutes les 2 secondes, mais 20 mois sur un demi-siècle, 20 mois sur un demi-siècle, c'est rien. Donc moi, je fais mes courses comme tout le monde, et puis c'est tout. Voilà, et je sors en basket dans la rue, et tout ça me va très très bien. C'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir cette vie-là que d'avoir la vie de ces 20 mois qui ont été relativement durs et compliqués. Je posais cette question pour en venir à Adèle. Est-ce qu'elle n'a pas souffert du fait de ne pas être vue comme quelqu'un de normal? Alors, où était la normalité à ce moment-là? Adèle Bloch-Bauer, elle faisait partie de la grande élite richissime de Vienne du début du XXe siècle, et elle recevait chez elle tout ce que Vienne comptait d'artistes, d'intellectuels. C'est-à-dire, chez elle, il y avait Freud, il y avait Zweig, il y avait Schnitzler, il y avait Mahler, il y avait Klimt. Bon, voilà, il y avait vraiment tout le monde. Moi, je n'ai jamais reçu tous ces gens chez moi, d'abord, donc c'est très différent. Elle souffrait d'autre chose. Elle souffrait de ne pas avoir de consistance dans sa vie. C'est-à-dire, une femme de son milieu ne travaillait pas, d'ailleurs n'allait pas à l'école, alors que ses frères allaient au lycée. Donc elle a souffert de sa condition sociale à l'inverse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de venir de conditions modestes, ce qui n'a pas été mon cas. Parce que moi, justement, je dis conditions modestes, mais je ne suis pas modeste par rapport à ça. Donc Adèle, c'est tout à fait l'inverse. Elle a souffert d'être dans un milieu confiné. En tout cas, on vous souhaite de ne pas souffrir, de continuer à écrire. Et ce que je voulais vous dire pour terminer cette émission, c'était merci pour ce roman. Merci. C'est vrai qu'il y a un roman qui s'appelle comme ça. Merci pour ce roman. Oui, merci pour ce roman. J'ai reçu ça chez moi il y a quelques mois. Un merci pour ce roman. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Merci vous revenez quand vous voulez, le Gros Journal, c'est chez vous. Merci. C'est quoi la suite? C'est un autre roman? J'ai déjà l'idée du suivant, ouais. Ça se passe où maintenant, avant? Ça se passera en France et ça se passera aussi dans le temps avant. Voilà. En tout cas, Valérie Trierweiler était sur le plateau du Gros Journal. Le secret d'Adèle, c'est dans vos librairies. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. Merci. Merci Valérie.